Mais aujourd'hui, quand vous nous décrivez ce système-là, si quelqu'un arrivait, un homme politique arrivait ou une femme politique, et proposait ça, il serait traité de dangereux communiste idéologue. Derrière chaque choix, il y a des intérêts. Le pouvoir politique n'a plus les manettes de l'économie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui choisit, qui décide de ne plus avoir ces manettes. Quel est l'intérêt des dirigeants et des institutions financières et du privé, finalement, à ce qu'il y ait un tel niveau de chômage dans un pays et donc un tel niveau de précarité? Le chômage est-il une fatalité ou est-ce un choix politique? C'est la question à laquelle tente de répondre cette bande dessinée. Aujourd'hui, nous accueillons son auteur, Benoît Colomba. Benoît Colomba, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation à France Inter et vous avez publié avec Damien Cuvillier cet ouvrage, Le choix du chômage de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique. Alors c'est une longue enquête documentée, remplie d'archives, de témoignages d'anciens ministres, de conseillers de président de la République, d'anciens directeurs du Trésor ou du FMI, de banquiers ou encore d'économistes. Et pendant presque 300 pages, vous revenez avec humour et beaucoup de pédagogie sur les grands choix économiques, en France notamment, depuis les années 70. Alors construction européenne, discussion dans les coulisses du pouvoir français, stratégie politicienne. Votre livre a vraiment quelque chose de révoltant parce qu'on comprend que le chômage, et donc la détresse économique d'une partie de la population, c'est bien un choix politique et non une fatalité. Vous avez travaillé sur ce sujet et enquêté pendant plus de 3 ans et demi. Est-ce que ce que vous avez découvert, est-ce que vous montrez dans cet ouvrage, vous a étonné? Est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous faisiez au départ quand vous avez commencé cette enquête? Oui, d'une certaine manière, parce que en fait, ce livre, il ne sort pas de nulle part. C'est un peu l'enfant d'une précédente enquête en bande dessinée que j'avais réalisée en 2015. Et vous allez voir que le lien, il est direct. C'était une bande dessinée j'avais faite avec Étienne Davodo, qui s'appelait « Cher pays de notre enfance » sur la violence politique. Et dans les années 60-70, c'est-à-dire cette période que les plus jeunes n'ont pas connue, mais qui n'est pas dans les livres d'histoire, en fait, une violence politique très importante, notamment de mouvements, de groupuscules liés au pouvoir gaulliste, pompidolien, giscardien. Et cette histoire-là, ça m'intéressait d'aller la raconter en bande dessinée, en allant rencontrer d'anciens magistrats, policiers, truands, pour la mettre en image. Mais pourquoi ça m'a donné envie de raconter la suite de cette histoire? Parce que ce moment-là, où paradoxalement il y avait une violence politique importante avec des coups de barre de fer, de baramine par des nervis, des officines gaullistes, c'était un moment où le pouvoir politique, il avait encore les clés de l'économie et du fonctionnement de l'économie et de la finance. Donc ça m'intéressait de raconter la suite de l'histoire où finalement c'est une autre forme de violence qui va être produite, violence économique, sociale, qui va être produite par des choix politiques qui vont être effectués grosso modo à partir de la fin des années 70. On a récupéré des éléments qu'on n'imaginait pas forcément. On a récupéré comme ça des pépites qui permettent de voir un peu, de faire un peu tomber les masques. Parce qu'en fait, c'est ça quand même l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours officiel, nous mettons tout en œuvre, nous déployons tous les moyens pour lutter contre le chômage, pour aller vers le plein emploi. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on voit? Là, j'apprends rien à personne. Un chômage de masse et une extrême précarité, parce que c'est pas que la question du chômage, avec des conséquences sociales évidemment. On ouvre le livre aussi avec une étude qui documente le fait qu'il y a 14 000 morts par an liées directement ou indirectement au chômage. Pourtant, aujourd'hui, si on observe la trajectoire du chômage, au tout début de l'ouvrage, ça s'ouvre sur un discours, il me semble, une réunion de crise avec Georges Pompidou. Ouais, un conseil des ministres. Un conseil des ministres qui s'alarme des 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, il y en a près de 6 millions. Est-ce qu'on s'est habitué à cette violence-là? Est-ce qu'on s'est habitué à ces chiffres du chômage? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une acceptation, non seulement des politiques, mais aussi de la population, de cette précarité-là, de cette partie de la population qui est en quelque sorte sacrifiée, comme si c'était quelque chose d'irrémédiable et finalement qui faisait partie intégrante de notre modèle économique? Évidemment que oui,
Et ce qu'on documente à travers ce livre, c'est justement de quelle manière le chômage a été utilisé, instrumentalisé comme variable d'ajustement d'un certain fonctionnement de l'économie. Vraiment, derrière, il y a l'idéologie néolibérale, on va sans doute y revenir. Donc c'est vraiment ça qu'on raconte. Et c'est vrai que oui, cette scène avec Pompidou, pourquoi on ouvre le livre avec? Parce que, voilà, un Pompidou très affaibli qui paraît accablé par le fait que 400 000 chômeurs, c'est terrible pour la France. En fait, au-delà du côté un peu amusant, parce qu'on peut se dire, oui, quand on voit le nombre de chômeurs aujourd'hui, c'est terrible, c'est terrible aujourd'hui qu'on se dise ça. Oui, mais d'un côté, on peut penser que, oui, le gouvernement, Georges Pompidou se préoccupe vraiment de cette question du chômage, mais de l'autre, on peut aussi interpréter cette scène, et je pense que c'est une piste intéressante, comme le fait qu'à partir de maintenant, voilà, il va falloir prendre une série de réformes structurelles, il va falloir se serrer la ceinture pour affronter la compétition mondiale. Et effectivement, ça c'est un premier moment de bascule. D'ailleurs, c'est confirmé dans le livre par un ancien collaborateur de Georges Pompidou, qui effectivement confirme que voilà, c'est un premier grand moment de bascule. Et là, on commence à arriver dans justement la force de l'idéologie néolibérale qui va prendre le pouvoir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Je disais tout à l'heure, à un moment, le pouvoir politique n'a plus les manettes de l'économie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui choisit, qui décide de ne plus avoir ces manettes. Et tout ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire par succession de périodes, de moments. Et par exemple, il y a un premier moment très important dans les années 60. Il se trouve que dans les années 60, il y a un mécanisme, alors aujourd'hui c'est plus très connu, mais qui s'appelle le circuit du trésor. J'allais y venir, justement, c'est incroyable. Moi, c'est un moment de l'ouvrage qui m'a choqué. On a beau le savoir de loin, là vous décrivez à un moment que entre les années 40 et les années 60, le paysage monétaire et financier est complètement différent, il est public à quasiment 100%, l'État est tutelle des banques. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est l'État qui autorise les banques et les entreprises à aller sur les marchés. On fait la queue au trésor pour emprunter à l'international. Pour ma génération qui est née dans un système néolibéral, c'est fou, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est intéressant, enfin, il me semble que c'est important de rappeler ça parce que finalement, c'est pas si vieux non plus. Je veux dire, c'est pas la préhistoire, même si ça paraît très ancien. Et ce mécanisme, il était très important parce que ça a été très bien travaillé par Benjamin Lemoine, un sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ordre de la dette et qui raconte comment effectivement ce circuit, c'était une manière pour l'État de tenir tout le fonctionnement économique et financier et monétaire. Il avait la tutelle sur les banques. C'était un cercle vertueux, en fait. Il investissait dans l'économie. Il y avait un retour auprès de la direction du Trésor par les banques qui étaient tenues justement d'effectuer ce retour, de disposer d'un certain nombre de liquidités. Elles ne pouvaient pas aller comme ça investir sur les marchés étrangers sans une autorisation de l'État. L'État pilotait les taux d'intérêt. Enfin, pour prendre une image, c'est une image qui a été utilisée par un ancien directeur du Trésor qui s'appelle François Bloch-Lenné. Il dit c'est un peu comme si les flux financiers correspondaient à des barrages hydrauliques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'État tient l'économie, surveille l'économie, pilote l'économie avec des barrages, en fait. Et à un moment où on a besoin de faire passer des liquidités, on lève le barrage, etc. Comme des écluses, finalement. Et c'est ce mécanisme-là qui va être démantelé par strates, par morceaux, au fil des ans, à partir des années 60, notamment voilà, sous l'influence d'une cette idéologie anglo-saxonne et de ce néolibéralisme qui est vraiment l'idée que c'est pas du tout l'idée que l'État n'a pas de rôle à jouer. Bien au contraire, l'État a un rôle prédominant à jouer, mais l'État doit être au service du marché. Donc l'État intervient, mais l'État intervient dans le sens de l'économie de marché, des politiques dites de compétitivité. Mais aujourd'hui, quand vous nous décrivez ce système-là, si quelqu'un arrivait, un homme politique arrivait ou une femme politique, et proposait ça, il serait traité de dangereux communiste idéologue. À quel moment, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argument pour convaincre qu'il fallait aller dans ce sens ?
de la destruction de la prise de l'État sur les banques. C'est là où il faut vraiment démonter tout ce discours qu'on essaye de faire, parce qu'il y a une forme d'intimidation intellectuelle qui est de dire de toute façon, ce sont les bonnes politiques à mener, ce sont les bons rails, et donc il faut rester dessus. Alors, la justification, c'est le sens de l'histoire, c'est la bonne gestion de l'économie passe par là, et c'est là où il faut revenir à l'idéologie. Parce que ça, c'est un point très important. Pourquoi on utilise la bande dessinée pour raconter cette histoire? On veut la rendre accessible au plus grand nombre. On veut montrer les visages de ceux et celles, enfin, surtout ceux, parce que c'est quasiment une histoire avec que des hommes, puisqu'on parle du pouvoir. Il y a deux femmes, je crois. Voilà. Il y a Barbara Stiegler et Coralie Delhomme, si je ne me trompe pas. Il y a Élie Cresson, ancienne première ministre, qui a accepté de répondre, mais c'est une histoire de pouvoir, donc il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, c'est important de montrer les visages parce que, contrairement à la fameuse phrase de François Hollande dans le discours du Bourget quand il parlait du monde de la finance qui n'avait pas de visage, il y a quand même des visages qui servent ces intérêts-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est qu'en fait, je pense que ça serait une erreur de réduire cette histoire-là à des individualités. En fait, ces personnes, elles sont vraiment portées par une idéologie, donc l'idéologie néolibérale, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que c'est la stabilité monétaire qui doit prévaloir. Il y a l'idée que c'est la stabilité monétaire qui doit prévaloir. L'ordre social passe par la stabilité monétaire. C'est ça qu'il y a derrière l'idée néolibérale, avec cette idée que la monnaie, c'est quelque chose, finalement, qui n'a pas à être géré par l'État. Voilà. C'est quelque chose de trop sérieux pour être confié à l'État, en quelque sorte, et donc il faut confier la gestion de la monnaie à des autorités dites indépendantes. Alors évidemment, là encore, bataille des mots, indépendante, c'est pas du tout indépendant, mais des structures dites indépendantes qui vont gérer cette monnaie-là. Indépendantes de l'État. Elles sont juste indépendantes de l'État. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est vraiment une vision de la société, une vision de l'économie, et c'est cette vision-là qui va prévaloir. Et qui nous a été imposée. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est là où tout s'entremêle. Quand on parle de choix du chômage, on parle finalement, ce choix du chômage, c'est la conséquence de politiques qui sont menées. Donc, qu'est-ce que c'est que ces politiques? C'est notamment le fait qu'il faut lutter contre l'inflation, que l'inflation, par essence, ça serait le mal. Il y a une espèce de diabolisation aussi de cela. Alors vous dites justement que ce n'est pas que le fait d'individualité, que c'est un mouvement plus global certes, mais on voit bien dans plusieurs épisodes de ce livre comment cette idéologie va pénétrer par le biais d'individualité, les arcanes du pouvoir. Et il y a un autre épisode qui est frappant, c'est celui de la règle des 3%. La règle des 3% de déficit, c'est-à-dire que c'est l'excédent annuel des dépenses publiques d'un État ne doit pas dépasser de 3% celui des recettes. Aujourd'hui, c'est cette règle qui limite tout. La règle des 3%, on l'a entendu partout sans parfois même trop savoir ce que c'était, mais c'est presque devenu un dogme. Aujourd'hui, c'est une règle dans le traité de Maastricht. Voilà, aujourd'hui, c'est carrément une règle européenne, ça vient de la France. Et ça a été discuté un petit peu à la va-vite, en tout cas c'est ce qu'on comprend. Ils ont un peu choisi un chiffre comme ça, mais vraiment sans s'appuyer sur aucune étude, sur aucun... Ils se disent, bon, 3%, ça sonne bien, en gros, ok, faisons 3%. Et ça devient une règle économique presque mondiale, en tout cas européenne. Comment est-ce que c'est possible? Mais justement, c'est pour ça que cet épisode, il est très éclairant, c'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire. On est à un moment, il faut dire deux mots sur le contexte, parce que sinon on ne comprend pas. On revient longuement dans le livre sur la prise de pouvoir, l'élection de François Mitterrand en mai 81 à l'Élysée. Donc les socialistes alliés aux communistes reviennent au pouvoir, prennent le pouvoir. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est que finalement, certes, il y a quelques mois de politique, de relance, voilà. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que très rapidement, le tournant de la rigueur qui officiellement est affiché en 1983, en fait, il est pris quasiment tout de suite. Même quand on regarde le discours de politique générale en juillet 1980 de Pierre Mauroy, le Premier ministre, il dit « nous mènerons une politique de rigueur ». Et puis dans la coulisse, il y a une bataille qui se mène avec des personnes comme Jacques Delors, ministre de l'économie, qui considèrent que le programme du Parti socialiste est tout à fait extravagant et qu'il faut faire tout à fait autre chose. Et donc c'est effectivement ce côté-là, ces personnes-là qui vont l'emporter dans cette bataille d'idées. Mais
il y a quand même un moment au début. où il faut quand même donner des gages aussi à l'électorat socialiste et communiste. Et dans la coulisse va justement se mener une bataille pour justifier ce choix, ce tournant de la rigueur. Et c'est là où on retrouve ce 3%. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a rencontré un ancien haut fonctionnaire qui nous raconte toute l'histoire de l'intérieur, qui travaillait à la direction du budget. Et en fait, l'histoire est la suivante. Ils ont une demande très précise de l'Élysée qui est « donnez-nous un instrument qui fasse scientifique » pour justifier finalement le fait de ne pas faire de déficit public trop important. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se gratter le crâne pendant quelques heures et sortir du chapeau, vraiment, ça s'est fait comme ça, ce 3% du PIB pour limiter comme borne finalement du déficit public et qui va se planétiser finalement. C'est fou, c'est devenu un dogme. La créature va échapper à son créateur. Mais c'est très intéressant encore une fois parce que là on voit bien que de l'avis même de l'un de ses créateurs, il n'y a absolument aucun caractère scientifique en fait à cet outil. Et ça je pense que c'est un autre point très, très important qu'on veut montrer dans le livre. C'est que derrière ces choix justement, ce sont des choix des choix politiques en fait, qui auraient pu être autres à un instant T ou un autre. Et c'est pour ça aussi qu'on revient par exemple sur le prix Nobel d'économie. Ça c'est très important parce que je parlais d'intimidation intellectuelle. En fait, le prix Nobel d'économie, c'est quelque chose qui a été créé alors qu'il n'avait pas lieu d'être parce qu'à l'origine, Alfred Nobel voulait un prix Nobel pour les sciences dites dures, les mathématiques, la physique, etc. Et puis finalement, il y a une espèce de deuxième prix Nobel qui s'est créé, poussé par les néolibéraux pour créer ce prix Nobel d'économie. L'enjeu, c'est quoi derrière? On le voit bien. C'est de dire que justement, l'économie, c'est quelque chose de rationnel, de cartésien, de scientifique, 1 + 1 = 2. Non, l'économie, c'est quelque chose d'éminemment politique. J'aimerais revenir également sur une petite anecdote qui va plus effectivement nous parler aujourd'hui, c'est sur François Hollande. François Hollande qui est socialiste, officiellement, qui était dans le Parti socialiste. En tout cas, quand il est arrivé au pouvoir, il a basé son discours sur « mon ennemi, c'est les banques », un ennemi qui n'a pas de visage, ce que vous évoquiez plus tôt. Et pourtant, vous avez retrouvé des articles dans un journal qui s'appelle La Tribune. Le Matin, pardon. Ouais. Où donc le même François Hollande tient des discours des décennies plus tôt, très libéraux, en faveur de l'austérité, de la rigueur budgétaire, et ça paraît invraisemblable quand on regarde ses discours juste avant son élection. Donc en fait, il était déjà... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, rien n'est caché. Alors, il faut peut-être aller un peu chercher quand même, mais les choses ne sont pas cachées. En fait, tout est là. Simplement, oui, on a épluché les archives du journal Le Matin. C'est passionnant. On est au début des années 80. Et donc, c'est un journal qui est assez proche du Parti socialiste à l'époque. Donc, évidemment, François Hollande n'a pas l'envergure politique qui prendra par la suite. Voilà, il est membre de la Cour des comptes. Il est très proche du courant de Jacques Delors, qu'on appelait les transcourants à l'époque. Et effectivement, dans les chroniques qu'il rédige à l'époque dans Le Matin, tout est là en fait. Voilà, le tournant de la rigueur, un peu ce logiciel social-démocrate avec des réformes de structure qu'il faut faire. C'est le sens de l'histoire. Il y a des phrases qui sont assez saisissantes. Il dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'économie, la gestion de l'économie, c'est l'art d'accommoder les restes. C'est-à-dire, sous-entendu, il reste quasiment très peu de marge de manœuvre, et que les marges de manœuvre, elles sont minuscules. Et donc, qu'il faut l'accepter, que c'est comme ça, et que c'est encore une fois le sens de l'histoire. Donc, encore une fois, autour de François Hollande, pourquoi c'est une histoire très actuelle? Parce qu'autour de lui, il y a des personnages comme Jean-Yves Le Drian, donc actuel ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, ou Jean-Pierre Jouyet, qui a été également secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, mais qui a été aussi secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, qui a tenu de nombreux postes éminents au sein de la République. Donc, voilà, toutes ces personnes-là qui vont vraiment exercer des fonctions éminentes au fil des ans, pensent cela à l'époque, et ça va être effectivement leur victoire idéologique. Mais tout ça n'est pas caché. Alors, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que, là aussi on le raconte, il y a quand même aussi tout un écosystème médiatique. Justement, allons sur la question médiatique. Vous le précisez, si aujourd'hui ces idées ont autant infusé, c'est en partie
grâce ou à cause du système médiatique qui a promulgué l'idée que l'inflation, c'est l'ennemi public numéro 1, que le problème majeur de l'économie, c'est la dette publique, que ça devrait être la priorité des politiques, que le chômage, finalement, est inéluctable. Et il y a une dimension plus sociologique, presque, qui est de croire, par exemple, que les chômeurs l'ont un peu mérité. Que finalement, quelque part, on n'arrive pas chômeur par hasard, qu'on est un petit peu forcément paresseux, qu'on n'en veut pas assez. Et ça a infusé à un tel point que le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, a eu cette célèbre phrase « il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un travail », donc c'est vraiment accepté dans l'opinion publique. Là aussi, je fais un aller-retour dans le temps, je parlais de lien au début de notre entretien, qui renvoie directement à une phrase de Raymond Barre en 1980, interpellé par des manifestants qui protestent contre le fait qu'il y ait 2 millions de chômeurs, déjà à l'époque, et Raymond Barre qui leur répond les chômeurs, au lieu de toucher les allocations, ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Donc on est vraiment effectivement dans cette philosophie que c'est à l'individu de s'adapter à l'économie ambiante, à cette compétitivité, à ce marché du travail. Dans les années 80, parce que c'est vraiment un moment important, un deuxième moment très important au moment des années 80, dans lequel on est toujours aujourd'hui, avec ce tournant de la rigueur. Il y a deux choses qui se passent. Il va y avoir notamment une émission qui s'appelle Vive la crise. Quelle crise? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Et pourtant, ces privilèges, il suffirait de les redécouvrir avec un regard extérieur. Chère Tania, 5 jours déjà que nous sommes à Paris. On est en 1984, c'est l'acteur Yves Montand qui présente cette émission. Et en gros, c'est c'est la pédagogie de la rigueur, pour reprendre l'expression d'Alain Minc. Et donc, c'est, à partir de maintenant, il va falloir serrer la ceinture. Qui est reprise même par Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de parler de pédagogie toute la journée. C'est ça, c'est vraiment toujours les mêmes éléments de langage. Et en fait, cette émission, elle est destinée à faire passer ce message-là. Il y a aussi le journal Libération qui s'associe à l'opération, Serge July, Laurent Geoffrin. Et donc, la phrase, c'est « changer la vie, c'est fini, maintenant, il va falloir changer de vie ». Donc, on est toujours dans cette idée que, c'est à la personne de s'adapter, d'être compétitif sur un marché. Voilà. Donc, on est vraiment dans cet ordre de pensée-là. Donc, il y a vraiment une bataille culturelle, j'insiste là-dessus, et au même moment, il y a des spots de télé qui sont diffusés sur la 3e chaîne, à l'époque France 3, et on voit l'homme d'affaires Paul Lussulitzer avec un cigare dans la bouche, et qui fait la promotion des produits financiers de l'État, en disant voilà, maintenant le marché se jette à l'eau, compétitivité, marché, c'est le nouveau langage de l'État. Je finis avec un point qui montre à quel point toute cette histoire, en fait, c'est pas du passé, c'est vraiment du présent. Quand je parle de bataille culturelle, on peut voir quand même jusqu'où va se nicher l'idéologie libérale dans les derniers sujets du bac. Si vous prenez le sujet du bac d'économie, là qui vient d'être donné cette année, en fait, il y a un sujet qui est le suivant. Vous démontrerez que les politiques d'ajustement structurel, vous démontrerez que les politiques de flexibilisation de l'emploi permettent de lutter contre le chômage structurel. C'est fou. Donc en fait, c'est intéressant parce que, tout est problématique dans cet énoncé. C'est-à-dire, vous démontrerez donc qu'il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, donc que les politiques de flexibilisation de l'emploi, c'est ce qu'il faut faire, et qu'il y aurait un chômage structurel, donc par définition, par essence, voilà, un chômage qui permettrait à l'économie de fonctionner. Donc, c'est intéressant quand même de voir ça. Oui. Ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que je parlais vraiment de la force des idées. Cette idéologie est toujours là, elle va se nicher jusque dans un énoncé de sujet du bac. Mais c'est complètement fou parce que justement cette
ce discours néolibéral a été pensé, c'est ce que vous vous appliquez à montrer du début à la fin. La diffusion du discours et des politiques néolibérales ont été pensées, conçues, réfléchies pour que ça se fasse de la meilleure des façons et justement gagner cette bataille des mots. Aujourd'hui, il semble que l'autre camp ait complètement perdu cette bataille des mots parce que c'est ancré dans l'esprit d'une très grande partie des Français, ce dont on parlait plus tôt, que les chômeurs, finalement, c'est un petit peu de leur faute, que finalement, le chômage est structurel, ce sont des idées en lesquelles tout le monde croit, et les médias continuent à jouer ce rôle. Vous parlez des médias dans les années 80, on peut parler des médias en 2021. Aujourd'hui, les plus grosses chaînes d'information, notamment les chaînes d'information en continu, continuent justement à diffuser ces idées-là avec l'idée que l'économie est une science dure, avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre alternative, que la rigueur budgétaire est une forme de rationalité économique. Et la plupart des médias traditionnels tombent dans cet écueil-là. Comment on fait pour je pense qu'il changer ça? Parce que vous êtes journaliste à France Inter, journaliste d'investigation à France Inter. Est-ce que vous voyez peut-être une forme d'opposition idéologique, peut-être des journalistes économiques qui se mettent à aborder l'économie sous un autre angle, avec peut-être plus de pluralité des idées? Je parlais de bataille culturelle, évidemment, elle est là et à travers de nombreux journalistes, elle se diffuse. Après, je pense qu'il y a quand même un regard critique de plus en plus important qui se fait jour. Alors, pas forcément dans les médias dominants, c'est évident, mais moi, je pense qu'il faut justement démonter ce discours. Et je reviens au sens des mots. Dans cette bataille des mots, par exemple, il y a une phrase qui est sortie tout le temps dans les médias, c'est l'économie sociale de marché. Alors ça, c'est très intéressant. Ça a été ressorti même après suite à la crise du coronavirus, pour dire voilà, maintenant l'économie va repartir. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Économie sociale de marché, on se dit c'est bien l'économie sociale de marché. Ça, c'est vraiment une phrase qui a été forgée par les néolibéraux, les ordolibéraux. Vous la retrouvez régulièrement, par exemple, dans la bouche d'un François Villeroy de Galhau, qui est gouverneur général de la Banque de France, ancien directeur général de BNP Paribas, et voilà, qui vante les mérites de l'économie sociale de marché pour justement vanter les mérites du fonctionnement de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. En fait, derrière, c'est pas le mot social qu'il faut entendre, c'est vraiment, ça veut dire, c'est social au sens de société. Donc c'est vraiment cette idée que toujours l'État doit servir le marché au sein de la société, mais c'est pas du tout la prime au social dans le fonctionnement de l'économie, c'est pas du tout ça. Et ce qu'on a réussi à trouver, encore un autre exemple pour comprendre un peu, aller voir derrière le rideau du pouvoir, on a réussi à trouver quand même quelques éléments qui montrent un peu les coulisses de ça. Je pense par exemple à une note de la banque américaine JP Morgan. Qui est incroyable, c'est ça. Pourquoi je parle de cette note? Parce que elle est vraiment très intéressante. Que dit cette note? On est en 1987. On est à un moment où le directeur du Trésor, qui s'appelle Daniel Lebègue, qui est le représentant finalement de la politique économique française, part à l'étranger. Ils appellent ça des roadshows. C'est vraiment, il y a un côté un peu spectacle. On va à la rencontre d'investisseurs étrangers c'est vraiment ça, vendre la politique économique et monétaire et financière de la France. Et donc, il y a JP Morgan qui fait une note à cette occasion-là. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu comme un bulletin de notes, en fait, un bulletin scolaire. JP Morgan, qui est une des plus grosses banques américaines. Plus grande banque américaine, plus grande banque dans le monde encore aujourd'hui. Et que dit JP Morgan? Donc, oui, c'est un peu comme un bulletin scolaire et ils disent très bon trimestre finalement de la France. Donc, ils se Mitterrand. Ils parlent de Mitterrand, ils se félicitent, la banque américaine se félicite de ce programme, lutte contre l'inflation, stabilité monétaire, pas de dérapage budgétaire, etc., etc. Et la banque se félicite d'un fort taux de chômage de 11%. Voilà, parce que ça fait évidemment, si on fait le sous-texte, pression sur les salaires, ça éteint toute volonté de revendication sociale, etc. Donc là, le rideau se lève un peu là-dessus. Et il y a juste une deuxième chose dans la note de JP Morgan qui est fondamentale à mon avis, c'est que JP Morgan se félicite du fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, donc on est en 87,
Je rappelle pour les plus jeunes, en fait, François Mitterrand est président de la République, Jacques Chirac est le président du RPR, qui est le parti de droite, donc il y a une cohabitation, il est Premier ministre à ce moment-là. Et donc, il va se présenter à la présidentielle en 88, donc Mitterrand contre Chirac, Mitterrand va être réélu. Et donc, en fait, JP Morgan se félicite du fait qu'en 87, en fait, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle de 88, en fait, ça ne changera pas. Ça sera le même programme économique et ça, c'est très bien. Mais j'aimerais justement revenir sur le chiffre des 11%. Vous dites que la banque se félicite et que ça éteint la contestation sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. C'est que, finalement, le chômage est bénéfique pour certaines, pour les néolibéraux, pour les institutions financières, parce que c'est un tel danger pour la population qu'elle va être occupée à garder son travail ou à en chercher un, et pas à remettre en question le système tel qu'il nous est proposé comme inéluctable. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est cette politique-là qu'il faut mener. Donc, alors bien sûr, bon, là, c'est souvent dans le non-dit. Bien sûr que derrière, il y a cette idée. Quel est l'intérêt des dirigeants et des institutions financières et du privé, finalement, à ce qu'il y ait un tel niveau de chômage dans un pays et donc un tel niveau de précarité? Il faut bien comprendre que en fait, quand je parlais de lien au début, c'est-à-dire que la politique de lutte contre l'inflation, alors même si aujourd'hui c'est un tout petit peu plus changé, mais en tout cas telle qu'elle a été dans ces années-là, le fait d'accepter qu'il y a une forme de taux de chômage, de se délaisser d'une série d'outils économiques et monétaires, en fait tout ça est lié. C'est à partir du moment où vous vous coupez d'un certain nombre d'outils, vous n'avez plus les moyens finalement d'avoir une autre politique, quoi. Donc c'est pour ça que tout ça est lié. Donc ce type de raisonnement, il n'est pas, je dis c'est dans le non-dit, c'est-à-dire que c'est jamais affiché publiquement. C'est rarement affiché. C'est pour ça que je dis cette note, voilà. C'est pour ça que je dis que là, voilà, c'est un des rares moments comme ça où on entre un peu comme ça dans la coulisse de ce qui est pensé véritablement. Donc c'est ça, et on voit, si on traverse les âges, en fait, on a vu d'ailleurs récemment, cette histoire est toujours actuelle. JP Morgan vient d'installer ses activités de marché à Paris. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est rendu dans la représentation de JP Morgan à Paris. Le PDG de JP Morgan s'est félicité dans la presse, a tressé des lauriers à Emmanuel Macron en disant que c'était l'un des meilleurs dirigeants du monde et en expliquant qu'il allait changer la France. Donc en fait, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais j'insiste vraiment sur la permanence en fait de ces idées-là. C'est-à-dire que c'est vraiment la force du néolibéralisme. C'est-à-dire que en fait tout change pour que rien ne change malgré les crises. Et en fait c'est toujours derrière les mots, c'est toujours la même agenda, la même politique qui est poursuivie. Et une dernière chose pour finir de répondre à votre question. Pourquoi en fait finalement c'est bien utile d'avoir des chômeurs et de mener ces politiques-là? Parce qu'en fait derrière chaque choix il y a des intérêts. Donc, il faut quand même bien voir que quand on fait le choix de démanteler le circuit du trésor, de lutter contre l'inflation, d'avoir une stabilité monétaire, de retirer la création monétaire aux États, le choix de la lutte contre l'inflation, c'est clairement le choix des épargnants et de ceux qui détiennent des actifs financiers. Donc, le fait de ne plus faire de création monétaire, de développer des marchés de capitaux. Donc derrière, c'est pas des choix comme ça qui seraient en suspension dans l'air avec non. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer dans le livre. C'est que derrière, ça sert quand même des intérêts particuliers. Il y a des choix de société derrière. Donc c'est pour ça que cette bataille des idées, elle est très importante aussi. Cette idéologie néolibérale, elle va pousser l'État à se couper d'un certain nombre de leviers pour faire en sorte que des politiques alternatives finalement ne soient plus menées. Mais justement, quand on vous lit, honnêtement, quand on termine cet ouvrage, on a la sensation, je vais tenter une comparaison un peu triviale, mais d'être matrixé. On a l'impression que l'idéologie néolibérale, c'est la matrice et qu'aujourd'hui, tout le monde est tellement convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et quand je dis tout le monde, je parle des décideurs, mais également, encore une fois, d'une grande partie de la population, qu'en sortir va être extrêmement compliqué. À la toute fin de l'ouvrage, vous donnez la parole à Barbara Stiegler, justement pour parler de cette éventuelle sortie de ce système néolibéral, qui dit « Il est illusoire de penser qu'un changement de système se fera magiquement par la seule vertu de la crise ou d'un virus. On ne passe pas d'un mode d'organisation à un autre sans lutte sociale ni résistance. Si un nouveau système social s'est mis en place en 1945, en France, c'est précisément parce qu'auparavant, il y avait eu des résistants, qu'ils soient communistes ou gaullistes. » Donc comme elle
compare quand même la résistance au système néolibéral à la résistance aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne sommes pas en guerre, il s'agit d'une rhétorique fausse, précise-t-elle, mais par contre nous sommes en lutte. Si on veut espérer que cette crise ne nous conduise pas à des catastrophes pires encore, on ne peut pas faire l'économie de la lutte et du combat. Après, vous allez faire référence à la guerre civile espagnole. Et puis, post-scriptum. Donc là, on a un peu une note d'espoir, on pourrait en sortir. Là, vous donnez la parole à Romaric Godin, qui est journaliste économique à Mediapart, qui a une vision quand même très pessimiste de l'avenir. Il dit que le danger réside justement dans une convergence des néolibéraux de l'extrême droite, qui est quelque chose qui semble se réaliser selon lui. Et la dernière phrase, la toute dernière phrase du livre, c'est « Si la société ne veut pas de cette bifurcation donc entre l'extrême droite et les néolibéraux, elle n'aura pas lieu, il faut que cette évidence s'impose ». C'est quand même, à la fin du livre, on a un peu l'impression qu'on a perdu. Vous, quelle vision de l'avenir vous avez? C'est la question à un million. C'est la question à 1 million d'euros. Bon, alors, il y a beaucoup de choses. Je dirais 2 choses peut-être principalement. Nous, avec Damien Cuvillier, on a fait ce livre-là pour, comme je disais, essayer de déconstruire un certain nombre comme ça d'intimidation intellectuelle, pour mettre un maximum d'éléments documentés sur la table pour que les gens s'en saisissent. Et donc c'est pas pour leur dire il faut penser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais justement, on met ces éléments-là dans le débat public pour le nourrir et faire en sorte que les gens se réapproprient ces questions-là. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, optimiste, pessimiste, moi, j'ai pas à être optimiste ou pessimiste, j'essaie juste de faire mon métier de journaliste. Je considère qu'il a une fonction sociale, le journaliste, et que c'est d'amener des documents, le maximum d'éléments documentés dans le débat public, et pour servir l'intérêt général. Donc, optimiste, pessimiste, c'est pas ça la question. À mon avis, ce qu'il faut essayer, c'est d'être lucide. Voilà. Et la lucidité permet l'action. Après, c'est l'autre chose qu'on veut dire à travers ce livre. L'histoire, elle n'est jamais écrite. Elle n'est jamais écrite par avance. On montre, alors c'est une parabole, mais le poète Machado fuyant l'Espagne franquiste en 1939, tout est perdu, lui-même trouvera la mort quelques temps plus tard et il sifflote et un de ses compagnons lui dit mais t'es devenu fou? Il dit non mais on laisse un chemin derrière nous, il y en a un autre qui s'ouvre. Bon. C'est une parabole, mais en fait, bon, on voit bien que là on est en train de vivre la fin d'une séquence historique. Ça, il n'y a pas besoin d'être devin pour le voir. Après, c'est une fin qui peut durer très longtemps, en fait. Donc, rien n'est joué, finalement. Après, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce néolibéralisme, il est toujours à l'œuvre. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est que des choix, par définition, ils peuvent toujours être défaits. C'est plus ou moins compliqué. C'est pour ça que c'est important de connaître les mécanismes. Mais j'insiste peut-être pour finir, vraiment, sur il y a l'idéologie et il y a les outils. Les 2 choses vont ensemble. Donc il y a l'idéologie, il y a cette bataille culturelle, voilà, qui peut être menée par tout le monde, chacun à sa place. Et puis il y a ces outils. Je reviens là-dessus. Vraiment, je pense que ces idées de monnaie, circuit financier, du rôle de l'État, des banques, en fait, c'est des questions qui sont directement liées à la question de l'emploi, du chômage et au fonctionnement de... Donc c'est des questions qui concernent tout le monde. Moi, il y a une phrase que je trouve très forte de Brésilien, Chico Mendes, qui était le représentant des syndicalistes brésiliens, qui luttait contre la déforestation au Brésil, qui a été assassiné en 1988, et donc il était un militant, bien évidemment, et Chico Mendes, il avait cette phrase, il disait « L'écologie sans lutte sociale, c'est du jardinage ». Je pense que l'économie au service du bien commun, sans réel contrôle des outils monétaires et financiers, c'est du bavardage. Donc il faut vraiment remettre ces outils-là dans le débat public, re-questionner tout cela, s'approprier, se réapproprier cette histoire pour peut-être éventuellement écrire une autre histoire. Mais ça dépend de chacun, de chacune. Rien n'est joué. Et pour reprendre les mots du réalisateur Ken Loach qui a accepté d'écrire un texte, là il dit tout mouvement social sans relais puissant, structuré, qu'il soit politique ou syndical, c'est un peu comme la vapeur d'une bouilloire, elle s'évapore dans l'air. Donc
Voilà. On peut terminer rien n'est écrit à l'avance. Sur ces mots. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous. Benoît Colomba, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Blast. Je rappelle donc que votre ouvrage, donc une bande dessinée, Le choix du chômage de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique aux éditions Futuropolis, et vous l'avez précisé, préfacé par Ken Loach, est disponible encore aujourd'hui en librairie. Et justement, si vous voulez mieux comprendre comment les politiques néolibérales ont été appliquées, vous pouvez lire cette bande dessinée et vous pouvez continuer à regarder les émissions de Blast. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Blast est un média indépendant qui ne vit que des dons, alors si vous en avez les moyens, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.